Les réseaux sociaux peuvent être un outil formidable. Cela nous permet de nous informer sur des sujets mondiaux, d'apprendre des compétences spécifiques et a même ouvert un nouveau monde de carrière. Mais cela a aussi ses inconvénients. Le harcèlement en ligne, le cyberharcèlement et la traque sont tous des problèmes courants aujourd'hui. En ce qui concerne l'arrestation des criminels, cela peut être un outil utile dans la panoplie d'un enquêteur. Cela peut aussi offrir un aperçu troublant de l'esprit d'un auteur violent. Rejoignez-nous pour cet épisode où nous analysons 3 publications inquiétantes sur les réseaux sociaux concernant des tueurs sans pitié. Le meurtre de Melinda Vasilier. Dès le début, la relation entre Melinda Vasilier, âgée de 22 ans, et Agha Hassan, âgé de 24 ans, était difficile. Le couple s'est séparé à un moment donné en janvier ou février 2017, mais s'est réconcilié le jour de la Saint-Valentin. Cependant, quelques mois plus tard, le 3 avril, Melinda a de nouveau rompu avec Agha, cette fois par texto. Elle lui a dit que leur relation avait changé depuis leur réconciliation et qu'elle n'était plus heureuse, ajoutant « Nous savons tous les deux que ce n'est pas fait pour durer ». Au lieu de comprendre le point de vue de son ex-petite amie, Agha s'est rendue chez elle à Kitchener, en Ontario, et est entrée dans l'appartement sans invitation. Melinda a ensuite fui l'immeuble, tandis qu'Agha s'est disputée avec 2 autres hommes. Il a ensuite été inculpé d'effraction et de 2 chefs d'accusation d'agression. Au cours des semaines suivantes, il a envoyé une avalanche de textos à Melinda, plus de 60 messages qui sont restés sans réponse. Le 27 avril, Melinda a accepté de rencontrer Agha pour lui permettre de tourner la page. Ils ont discuté chez elle, puis elle l'a raccompagné à sa voiture le soir. Cependant, alors qu'elle rentrait chez elle, Agha l'aurait suivie. À l'intérieur de l'appartement, il l'a poignardée 47 fois. 27 des blessures ont été infligées à son cou. La vidéosurveillance l'a filmée fuyant les lieux ensuite. Ses colocataires l'ont découverte morte dans une mare de sang plus tard dans la matinée du 28 avril 2017. Agha de Hamilton, Ontario, a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré en mai 2023. Malgré la condamnation, l'affaire est entourée de mystères et de déclarations contradictoires. Son équipe de défense a affirmé qu'il s'était disputé avec son ex-petite amie après avoir avoué son infidélité. Elle a ensuite saisi un couteau dans un accès de colère et l'a coupé à la main et au poignet. Agha a décidé de prendre un couteau lui-même. Il a dit avoir poignardé Melinda 2 fois avant de s'évanouir. L'accusation a affirmé qu'il avait tué son ex-petite amie parce qu'elle refusait de reprendre leur relation après leur rupture quelques semaines avant le meurtre. Ils ont aussi relevé que 2 couteaux, un dentelé et un nom avaient servi lors de l'attaque et affirmé que les coupures sur les mains d'Agha pouvaient venir du glissement de son couteau pendant l'agression, phénomène fréquent lors de crimes à l'arme blanche. Au Canada, le meurtre de Melinda a attiré une grande attention médiatique, non pas spécifiquement à cause du crime, mais en raison du comportement d'Agha dans les semaines qui ont suivi. Après avoir tué Melinda, il s'est enfui aux États-Unis et lui a écrit qu'il était heureux de l'avoir vue et soulagé d'avoir réglé leurs différends. Malgré son assassinat quelques heures plus tôt, il a fait tout cela. En plus de cela, il a publié de nombreux messages étranges et même glaçants sur les réseaux sociaux. Il a contacté la mère de Melinda sur Facebook pour lui dire qu'elle était en partie responsable de la mort de sa fille, ajoutant « Oh eh bien, vous avez d'autres filles ». Le message le plus étrange est apparu sur Reddit le 1er mai 2017, intitulé « Recherché pour Kitchener, mon côté » et publié par l'utilisateur RedAsBlue7. Le message n'a jamais été définitivement relié à Agha, d'après ce que nous avons pu trouver, mais les autorités pensent qu'il a probablement été publié par le meurtrier. Le message racontait son point de vue sur ce qui s'est passé avant le meurtre de Melinda. Il a affirmé qu'ils s'étaient câlinés, embrassés, et qu'ils avaient parlé de tout après s'être réconciliés, mais qu'avant qu'ils ne partent, elle lui avait demandé s'il avait eu une relation avec d'autres femmes pendant leur séparation. Il a affirmé que cela avait rendu Melinda furieuse, l'incitant à prendre un couteau, ce qui l'a conduit à saisir le sien et à poignarder la jeune femme de 22 ans en légitime défense.
Il a s'écrit « Le fait est que personne n'est plus détruit que moi ». Elle était plus qu'une petite amie, une future fiancée. Elle était tout pour moi. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'a été que tragique. La publication a été supprimée et l'utilisateur suspendu. En juin 2017, alors qu'Aga fuyait encore la police, 3 publications sont apparues sur un compte Instagram qui aurait appartenu à lui. Une vidéo a été publiée sans son. Une photo de lui et Melinda a été publiée, suivie d'une seconde vidéo. On ne sait pas clairement quel était le contenu de cette vidéo, mais la plupart des rapports indiquent que les images ne montraient pas Aga. Le mois suivant, il a publié 2 photos supplémentaires. La légende de l'une d'elles disait « Je rentre à la maison. Il est temps de quitter le chemin sombre et d'offrir aux gens la conclusion qu'ils méritent. » Aga a été arrêté le 11 juillet 2017 par des agents des services secrets. Notamment, il a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur la contrefaçon après qu'il a été découvert qu'il passait des commandes de fausses monnaies via le dark web. Il avait sur lui $600 de faux billets à ce moment-là. Les accusations aux États-Unis n'ont pas été poursuivies à cause de l'accusation de meurtre en cours au Canada. Il a finalement été extradé au Canada et jugé pour le meurtre de Melinda. L'équipe d'Aga a d'abord tenté de plaider l'homicide involontaire, mais la couronne a rejeté sa demande. Sa condamnation pour meurtre au 2e degré entraîne automatiquement une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 10 à 25 ans, le juge ayant finalement décidé qu'il ne pourrait pas demander de libération conditionnelle avant 2033. Le meurtre de Brittany Gargal. Brittany Gargal, âgée de 18 ans, était décrite comme pétillante et pleine d'énergie. Lors de sa disparition, elle était à quelques semaines de son diplôme et s'apprêtait à entrer dans le monde réel. Malgré l'absence de son père et les problèmes de dépendance de sa mère, Brittany avait une excellente relation avec sa grand-mère qui l'avait élevée et s'en sortait bien malgré un début difficile. Le 23 mars 2015, Brittany a passé la nuit à Saskatoon, Saskatchewan, à faire la fête avec son amie Cheyenne. Les 2 amis se connaissaient depuis l'âge de 14 ans environ et avaient noué une relation solide après avoir découvert que l'autre comprenait leur situation. Cheyenne avait également eu une enfance difficile. Elle avait grandi dans le système de famille d'accueil et avait été victime d'abus sexuels lorsqu'elle était enfant. À Tasha Story, une amie a vu les 2 filles ce soir-là avant leur sortie. Elles se sont arrêtées et Brittany a demandé un peu d'argent pour mettre de l'essence. Story s'est souvenu et je lui ai dit de faire attention. « Si tu as besoin de moi, appelle-moi et je viendrai te chercher ou quoi que ce soit, elle. » Elle m'a fait un câlin et c'est tout. C'était ma dernière interaction avec elle. À 00h02 le lendemain, Brittany et Cheyenne ont publié un selfie sur Facebook après s'être préparés pour sortir. C'était la dernière fois que Brittany était vue vivante. Elle n'est jamais rentrée chez elle cette nuit-là. À 6h02 du matin, le service de police de Saskatoon a été envoyé dans une zone isolée à la périphérie de la ville où un automobiliste de passage avait aperçu un corps humain abandonné non loin de la décharge locale. La victime était manifestement morte, froide au toucher et n'a pas pu être réanimée. Elle était pieds nus et portait des marques à la gorge suggérant un acte criminel. Sur la scène de crime, les enquêteurs ont collecté des preuves dont une veste en cuir, une montre de femme et une ceinture. La femme sans papier d'identité a vu la description de ses tatouages diffusés par les autorités pour faciliter son identification. Atasha a vu le reportage sur les restes retrouvés aux infos et a tout de suite reconnu les tatouages. Je me suis effondré sur mon canapé en pleurant, pensant « Ce n'est pas possible ». Elle était encore ici il y a seulement 9 heures. Un tuyau de Tasha a permis aux détectives d'identifier le corps comme celui de Brittany. Ils ont rapidement commencé à passer au peigne fin sa présence en ligne dans le but de trouver des indices sur qui pourrait vouloir faire du mal à la jeune femme de 18 ans et retracer ses derniers déplacements connus. Ils ont alors vu un nouveau message de Cheyenne sur sa page Facebook « Où es-tu? Je n'ai pas eu de tes nouvelles. J'espère que tu es bien rentré. » Les enquêteurs ont vite contacté Cheyenne et sont allés chez elle où elle a expliqué que vous aviez fait la tournée des bars en ville. À 4h du matin, elles sont allées à une fête où Brittany a discuté avec un homme rencontré sur place. Cheyenne n'a pas donné son nom mais l'a décrit comme un trentenaire. Les 2 filles ont suivi des chemins différents. Cheyenne a dit qu'elle avait été déposée dans une résidence pour personnes assistées où vivait son oncle. Il a pu confirmer qu'il avait vu sa nièce un peu après 4h du matin. Entre-temps, une autopsie a été réalisée sur le corps de Brittany
révélant qu'elle avait été étranglée à mort avec une ceinture noire tressée qui a été retrouvée près de son corps. La police était satisfaite de la déclaration de Cheyenne jusqu'à ce qu'elle tente de vérifier son histoire à l'aide des caméras de surveillance. Elle affirmait que Brittany et elle étaient allées au Colonial Pub and Grill en fin de soirée, mais elle n'apparaissait pas sur les images de vidéosurveillance du lieu. De même, il n'y avait aucune image montrant Cheyenne se rendant dans l'établissement où vivait son oncle, malgré le fait que ce dernier confirmait qu'elle lui avait rendu visite ce soir-là. Les autorités ont interrogé l'oncle de Cheyenne qui a avoué avoir menti à sa demande. Il a alors expliqué que Cheyenne et Brittany étaient de retourner dans une chambre de motel avec 2 hommes où elles avaient pris de la drogue et bu davantage d'alcool. Une dispute a éclaté au sujet de la cocaïne, puis Cheyenne est partie aux toilettes. À son retour, Brittany était morte sur le lit. Un homme a menacé de tuer Cheyenne si elle ne les aidait pas à cacher le corps. La police n'a pas cru à cette version des faits et n'a trouvé aucune preuve pour vérifier cette histoire. Cheyenne est rapidement devenue leur principale suspecte en conséquence. Ils l'ont réinterrogée en mai 2015, seulement quelques semaines après le meurtre, mais elle n'avait aucun intérêt à parler aux autorités. C'est la tante de Cheyenne qui a éclairci la nuit du meurtre. Elle a contacté la famille de Brittany, déclarant que la nuit où les 2 filles étaient aux sorties, sa nièce était rentrée à la maison dans un état de panique. Ivre, en larmes et bouleversée, elle a déclaré avoir étranglé son amie. Au même moment, Cheyenne niait encore toute connaissance du meurtre. Elle a écrit sur la page Facebook de Brittany « Tu me manques, tu es venu dans mon rêve cette nuit. Tu me manques tellement. Tu étais bien trop jeune pour partir. Repose en paradis, mon ange. » Mais les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à coincer Cheyenne avec des preuves. Les autorités ont décidé de parcourir à nouveau la page Facebook de Brittany et c'est là qu'ils ont redécouvert le selfie de Brittany et Cheyenne avant qu'elles ne sortent pour la soirée. Dans le coin inférieur gauche de la photo, on pouvait voir une ceinture épaisse et tressée que Cheyenne avait attachée autour de sa taille. C'était l'arme du crime. De l'acide désoxyribonucléique inconnu et celui de Brittany ont été trouvés sur la ceinture près de la scène du crime. Les enquêteurs ont comparé l'échantillon inconnu à celui de Cheyenne et ont trouvé une correspondance. Les amis ont déclaré avoir été choqués lorsque l'identité du meurtrier de Brittany a été révélée. Cheyenne a été confrontée une dernière fois à la police. Elle a enfin donné la vraie version des faits. Le 24 mars 2015 au matin, elle et Brittany sont allées à une fête où elles ont consommé drogue et alcool, étant fortement sous influence. Cheyenne se rappelait que son dernier souvenir de la nuit datait d'environ 4h30 quand elles venèrent de passer dans un McDonald's. Le duo s'est disputé à cette heure, mais Cheyenne a dit ne plus se souvenir de la raison. Elle a déclaré aux autorités avoir perdu connaissance, ignorer ce qui s'était passé ensuite et ne pas se souvenir avoir tué Brittany. Elle a déclaré avoir ressenti qu'il s'était passé quelque chose de grave en reprenant connaissance. Les enquêteurs ont ensuite exprimé leur frustration car Cheyenne n'a donné aucun mobile pour le crime. À ce jour, on ignore toujours pourquoi elle a tué sa meilleure amie. Compte tenu des preuves, l'accusation a réduit les charges de meurtre au second degré à homicide involontaire, accusation à laquelle Cheyenne a plaidé coupable. Elle a été condamnée à 7 ans de prison. Dans une déclaration faite par l'intermédiaire de son avocat, elle a déclaré « Je ne me pardonnerai jamais. Rien de ce que je dise ou fais ne la ramènera jamais. Je suis vraiment désolée. Cela n'aurait pas dû arriver. » Cheyenne a obtenu une libération d'office en 2024, mais celle-ci a été révoquée après qu'elle a été accusée en lien avec une course-poursuite à grande vitesse dans un véhicule volé la même année. Le meurtre de Skylar Neese. Skylar Neese, 16 ans, a été vue pour la dernière fois à 0h30 le 6 juillet 2012, quittant discrètement sa chambre par la fenêtre de son domicile à Star City, Virginie-Occidentale, puis montant dans une berline claire dont le conducteur reste inconnu. Skylar n'est jamais revenue et ses parents ont tenté de déposer un signalement pour disparition le lendemain matin lorsqu'ils ont découvert qu'elle avait disparu. Cependant, les autorités ont ralenti les recherches, pensant que la jeune fille de 16 ans avait fugué, bien qu'elle ait laissé son chargeur, ses lentilles et la solution. Elle avait laissé sa fenêtre ouverte, ce qui indiquait qu'elle prévoyait de revenir. Peu après sa disparition, la police a reçu un signalement en Caroline du Nord, mais l'enquête a montré qu'il ne s'agissait pas de Skylar et que la personne vue n'était pas liée à l'affaire.
La famille Eunice a distribué des prospectus et participé aux recherches sans retrouver leur fille. La police a finalement identifié sur les vidéos le véhicule de Sheila Eddy, 16 ans, amie de Skylar depuis l'âge de 8 ans. Eddy a dit aux enquêteurs avoir emmené Skylar en voiture puis l'avoir déposée 1 heure plus tard sans savoir ce qu'elle était devenue. Pendant des mois, la famille de Skylar a attendu des nouvelles. Elle n'arriverait pas avant 6 longs et douloureux mois. En décembre 2012, la mère de Rachel Schoff, une autre adolescente de 16 ans qui était amie à la fois avec Eddy et Skylar, a contacté les services d'urgence pour signaler que sa fille faisait une sorte de crise mentale. En arrière-plan de l'appel, on entendait Schoff crier. Elle a finalement été placée en établissement psychiatrique pendant 5 jours. À sa sortie, elle a exigé d'être emmenée dans le bureau d'un avocat où elle a avoué le meurtre de Skylar, affirmant qu'Eddy avait également participé au crime, leur motif étant qu'il ne l'aimait plus et ne voulait de plus être ami avec elle. Schoaf a indiqué aux enquêteurs l'emplacement du corps de Skylar après sa confession. La jeune fille de 16 ans avait été laissée à Wayne Township, dans le comté de Greene, en Pennsylvanie, à moins de 30 miles de chez elle. Les restes ont été découverts le 16 janvier 2013 et l'identification a été annoncée 8 semaines après, en mars. Elle avait été poignardée plus de 50 fois. Selon la transcription du tribunal, Schoaf et Eddy ont pris Skylar en voiture la nuit de sa disparition. Dans le coffre, à l'insu de Skylar, se trouvait tout un tas d'objets destinés à faciliter la mise en œuvre de leur plan. Vêtements de rechange, chiffons, eau de javel, lingettes, pelles. Après avoir récupéré Skylar, le trio est allé à Brave, en Pennsylvanie, s'arrêtant dans un lieu familier où ils avaient l'habitude de traîner et de fumer de la marijuana. Alors qu'ils s'installaient sous le ciel nocturne, Schoaf et Eddy ont dit à Skylar qu'ils avaient laissé le briquet dans la voiture. Skylar a proposé d'aller le chercher. Pendant qu'elle leur tournait le dos, les 2 filles ont compté jusqu'à 3, puis se sont jetées sur elle avec des couteaux cachés sous leurs bras. Skylar a tenté de fuir, mais Schoaf l'a plaquée au sol et a continué à la poignarder. Pendant le chaos, Skylar a réussi à attraper le couteau de Schoaf et l'a poignardé au-dessus de la cheville. L'adolescente a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait arrêté d'attaquer à ce moment-là, ayant été quelque peu immobilisée par la blessure à la cheville, mais Eddy a continué à poignarder Skylar jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun bruit. Après s'être assurés de sa mort, ils ont tenté de creuser une tombe, mais le sol était trop dur. Ils ont donc recouvert le corps de Skylar avec des branches, de la terre et des feuilles. Avant de quitter les lieux, Schoaf et Eddy ont changé de vêtements, se sont essuyés et ont nettoyé la voiture avec les lingettes humides qu'ils avaient apportées. La famille de Skylar notera plus tard, de façon glaçante, que Schoaf et Eddy ont tous deux participé aux recherches pour la retrouver. Il est à noter qu'Eddy n'a jamais avoué le meurtre. Arrêtée après la fouille de son domicile, les autorités ont trouvé le sang de Skylar dans son coffre. Schoaf a admis un meurtre au second degré. Elle a écopé de 30 ans de prison avec possible libération conditionnelle après 10 ans. Des 2 filles, Schoaf paraît la plus pleine de remords, ayant exprimé regret et tristesse devant le tribunal. Elle a souvent exprimé ses émotions lors des audiences de libération conditionnelle en 2023 et 2024. En 2023, elle a aussi révélé que le mobile du meurtre n'était pas seulement qu'elle ne voulait plus être amie avec Skylar. Au lieu de cela, cela venait du fait que Schoaf et Eddy étaient en couple, ce qui causait des tensions entre elles et Skylar, et elles craignaient que Skylar ne révèle leurs secrets. Notamment dans les jours précédant son meurtre, Skylar avait tweeté sa frustration envers ses amis, écrivant « Il ne m'en faut vraiment pas beaucoup pour m'énerver, et marre d'être à la maison. Merci les amis. J'adore traîner avec vous aussi. » Un jour avant sa mort, elle a écrit « C'est à cause de trucs comme ça que je ne te fais jamais totalement confiance. » Son dernier tweet, publié peu avant son départ de sa chambre, disait « J'espère, c'est tout ?» Il y avait eu des spéculations au fil des années selon lesquelles la motivation de la fille pour le meurtre était plus complexe que ce qu'elles avaient dit, mais ce n'est qu'en 2023 que la vérité a finalement éclaté au grand jour. Fait intéressant, Skylar avait noté dans son journal à l'automne 2011 qu'en dormant chez Schoaf avec Eddy, Schoaf et Eddy avaient eu des relations sexuelles. Ayant bu toute la nuit, Skylar craignait de quitter la chambre et de croiser la mère stricte de Schoaf. Alors que Schoaf affirmait qu'elle et Eddy avaient pleuré et vomi après avoir assassiné leur meilleur ami, il est à noter qu'Eddy semble beaucoup moins repentante du crime.
Elle a plaidé non coupable à plusieurs accusations à l'automne 2013 dont enlèvement, meurtre au premier degré et complot de meurtre. Après avoir appris qu'elle risquait d'autres poursuites en Pennsylvanie, elle a finalement plaidé coupable de meurtre au premier degré et a été condamnée à la perpétuité avec possibilité de grâce, jugée comme adulte. Le manque de tristesse d'Eddie après le meurtre de son amie a été renforcé par ses tweets après la disparition de Skylar. Son premier tweet, publié le 7 juillet 2012, était un message d'anniversaire adressé à une autre amie. Au cours des mois suivants, elle a publié des pensées typiques d'adolescente, se plaignant des devoirs, parlant des émissions de télévision qu'elle regardait et discutant de son aversion pour l'école. Elle a remercié Chouf sur Twitter « Personne sur cette terre ne peut supporter moi et Rachel. » Si tu crois pouvoir, tu te trompes. Même après l'aveu de Chouf, Eddie a gardé un comportement normal. Lorsque le corps de Skylar a été découvert, elle a publié « Repose en paix, Skylar. Tu seras toujours ma meilleure amie ». Elle a inclus un montage photo d'elle et Skylar au fil des années et a ajouté « Le pire jour de toute ma vie ». Mais peut-être que le tweet le plus glaçant et le plus célèbre de tous était celui qu'Eddie a publié le 30 mars 2013 qui disait « On y est vraiment allé à trois ». Choaf a déclaré aux enquêteurs que les filles avaient planifié leur attaque pendant leur cours de sciences. Même si d'autres élèves ont entendu leur complot, personne ne pensait qu'elles voulaient réellement nuire à quelqu'un. Cela n'a donc jamais été signalé à un enseignant ou aux autorités. Choaf a dit qu'elles avaient prévu de compter jusqu'à 3 avant de poignarder Skylar dans les bois. Choaf et Eddie purgent leur peine au centre correctionnel de Lakin, en Virginie occidentale. Choaf devrait être libéré en 2028. Cette année-là, Eddie pourra demander une libération conditionnelle pour la première fois. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants et en sécurité, à la prochaine.